Nous allons partir pour le thème du jour. J'ai surmonté ma peur des crocodiles pour sauver la vie d'une jeune américaine. Il est courageux ce monsieur. On le recevra dans quelques instants. Son nom, Ghislain Dadié. Voici son portrait. Notre invité du jour est un acteur des changements sociaux en Côte d'Ivoire. Ghislain Dadié est le président fondateur de l'ONG chrétienne POSID qui a pour mission de construire des écoles dans les villages de Côte d'Ivoire. Issu d'une famille de 6 enfants, c'est à l'âge de 21 ans qu'il part aux États-Unis entreprendre des études d'ingénieur en génie pétrochimie à l'Université de la ville de New York. Titulaire d'un master en administration des affaires MBA de l'Université de la Louisiane, E.J. Awaso School Business, il travaille pendant 8 ans en tant qu'ingénieur de production et de distillation de pétrole brut chez Shell. Il y occupe depuis 2 ans le poste d'économiste pétrolier. Ce père de famille pose un acte à la fois héroïque et incroyable le 28 juillet 2018. Il sauve la vie d'une jeune américaine. La suite de son histoire sur le plateau de C'est Midi. Héros du jour, Ghislain Dadié, que je vous demande d'applaudir très très fort. Ghislain Dadié qui nous rejoint sur le plateau de C'est Midi. Bonjour Ghislain. Bonjour, Carol. Hello. How are you doing? I'm great. How are you? I'm fine. Awesome. Merci en tout cas de votre présence sur ce plateau. Nous savons qu'il est économiste pétrolier pour Shell aux États-Unis et depuis 17 ans, vous vivez aux États-Unis. Ça nous intéresse, avant d'entrer dans le vif du sujet, de savoir dans quelles conditions et comment vous êtes arrivé aux États-Unis. Super. Merci, Carol, de m'inviter sur le plateau de C'est Midi. Je vous en prie. Donc, voilà, tout petit déjà, je nourrissais un rêve de partir aux États-Unis pour poursuivre mes études. Et donc, du coup, quand j'étais en classe de terminale, c'est là que j'ai vraiment fait I took steps. J'ai fait des étapes nécessaires pour ce rêve. Et là, tout de suite, j'étudiais dans une classe pour la préparation du bac. Et donc, j'ai vu, comment dirais-je, un map. Une carte mondiale. Et tout de suite, j'ai dit à mon ami, écoute, on va parler beaucoup de franglais aujourd'hui. J'ai dit à mon ami, je pars dans ce pays-là pour faire des études d'ingénieur. Et tout de suite, Larry s'est dit, ben voilà, toi, tu es un gros rêveur. Et après, j'en ai parlé du rêve à mes parents. Je leur ai fait part de mon rêve. Mes parents étant des enseignants avec de modestes moyens, et du coup, ils se sont dit que c'était un gros rêve. Et donc, mais c'était mon rêve, ce n'était pas le rêve de mes parents. Donc, j'ai poursuivi mon rêve. Et long story short, longue histoire courte, j'ai pu avoir mon visa pour intégrer aux États-Unis. Surtout avec aussi le support de mes parents, de ma mère, même s'ils n'avaient pas les gros moyens nécessaires, au moins le support moral, le support de me pousser en tant qu'enfant dans le rêve. Donc vous bénéficiez de leur soutien. Mais je veux savoir, vous avez dit que vous êtes issu d'une famille modeste. Comment vous trouvez les moyens pour aller aux États-Unis? Ben écoute, tout de suite, quand j'ai eu le bac, j'ai fait des études en BTS dans une grande école locale et j'ai reçu une bourse d'études du gouvernement ivoirien. Et donc, c'est avec cette bourse que j'ai commencé un petit commerce où j'achetais de la friperie à Yopougon. Kouté? Yeah, Kouté, Yopougon, Kouté, à Kouté. Et donc, je les revendais à 300% de bénéfices. Et donc, c'est comme ça que j'ai ouvert un compte dans une banque locale pour me préparer, pour acheter le billet d'avion, pour partir aux États-Unis. Qui veut aller loin ménage sa monture, hein? That's right. Ouais. C'est ça. D'accord. Alors, vous arrivez forcément aux États-Unis, vous êtes livré. Est-ce que vous avez un parent là-bas? Ben non, tout de suite, quand j'ai eu le visa, on ne connaissait personne aux États-Unis, on n'avait pas de parents. Donc, tout de suite, j'ai pris le visa, j'ai pris l'argent à la banque. Puis, je suis allé dire à mon papa, j'ai dit, écoute, j'ai le visa et j'ai l'argent pour le billet. Donc, il faut qu'on trouve quelqu'un pour que je loge pour quelques jours. Et après, je vais me chercher, comme on dit. Et donc, tout de suite, ils ont fait des recherches pour trouver l'ami d'un ami de mon papa qui vivait aux États-Unis. Et c'est comme ça qu'avec ces contacts, j'ai pris le vol le 24 janvier 2002 pour descendre à New York City pour rentrer aux États-Unis. J'imagine le jeune gars de Divo qui arrive aux États-Unis et à New York. Une si grande ville. Les premières heures à New York étaient vraiment terribles. D'abord, j'ai voyagé avec une compagnie pas trop reconnue. Et donc, du coup, ils ont perdu tous mes bagages.
Et donc, j'avais seulement ma mallette avec mon visa et tout. Et je ne parlais pas anglais. Donc, j'ai passé au moins 2 heures, 3 heures à l'aéroport. Parce que le monsieur n'est pas venu me chercher dans un premier temps à l'aéroport. Donc, le temps de l'appeler, tout ça, et voilà, c'était vraiment difficile. Hein. Ben, les premiers jours, les premiers mois aux États-Unis, c'était vraiment très, très, très difficile. Très, très difficile. Et ça ne vous a pas empêché de réaliser votre rêve. Vous êtes devenu un ingénieur, finalement. Absolument. Pas dans n'importe lequel des domaines, dans le domaine du pétrole. Exact. Vous avez un bon poste aujourd'hui. Vous êtes marié, père de 2 enfants, marié à une Américaine. Vous Exact. êtes vous-même citoyen américain. Alors, je vais passer quand même toutes les difficultés que vous avez pu vivre aux États-Unis. Mais quand vous-même vous regardez dans le rétroviseur, qu'est-ce que ça vous inspire et qu'est-ce que vous dites intérieurement? Quand je regarde dans le rétroviseur, tout de suite, je vois la grâce de Dieu hein, sur ma vie. Je vois la grâce de Dieu, je vois la main de Dieu opérer dans ma vie. Et donc, je lui rends la gloire hein, pour ce qu'il a fait. C'est lui qui m'a donné le rêve. C'est lui qui donne le rêve. Et après, quand il donne le rêve, il donne les moyens pour accomplir le rêve. Et nous aussi, on s'adapte, on s'applique, on y arrive. Très bien. Alors, nous allons aller dans le vif du sujet. Pour l'objet pour lequel vous êtes sur le plateau, vous avez surmonté votre peur des crocodiles pour sauver la vie d'une jeune fille, d'une jeune Américaine. Dites-nous, comment ça s'est passé? Ben, je prenais des cours dans mon exécutif MBA. Et donc, je revenais des cours. Et il était le 28 juillet 2018. Et donc, il était pratiquement 18h, 18h30. Et donc, je conduisais quand j'ai vu une scène d'accident. Et tout de suite, le véhicule d'une jeune fille de 18 ans s'est tout de suite renversé dans un marécage. La Louisiane, c'est beaucoup marécageux. Il y a beaucoup de marécages, il y a des crocodiles, alligators dans les marécages. Et donc, j'ai fait demi-tour, du coup. Et quand je suis arrivé, j'ai vu plein de gens sur la scène qui prenaient des photos, des vidéos, voilà, et tout ça. Et il y a un jeune homme qui essayait d'y rentrer, mais le marécage était tellement profond qu'il n'a pas voulu tout de suite... il n'est pas allé plus loin. Il n'est pas allé plus loin. Et donc, j'étais là, j'ai appelé 911, 911. Et quand j'ai vu qu'il tardait un peu à venir, 5 minutes après, parce que 911, c'est très rapide aux États-Unis. Quand tu appelles, les gars, ils sont là sur place. Et donc, j'ai ressenti une force qui m'a dit, you have to do what you have to do, ce qui veut dire tu dois faire ce qu'il y a à faire. Et donc, quand j'ai ressenti cette voix, je suis rentré dans le marécage pratiquement à la hanche. Et la petite, en fait, elle pleurait déjà et son véhicule était renversé sur le côté conducteur. Et donc, elle voulait sortir sur le côté passager. Mais la porte se refermait sur elle avec la gravité hier. Et donc, j'ai grimpé sur le véhicule. J'ai pratiquement attrapé la porte pour elle. Elle est sortie. Je l'ai mise sur mon épaule. Et avec le poids, donc on était pratiquement ici hein, dans le marécage. Et on est sorti du marécage. Les secours sont arrivés après pour se rendre compte qu'il n'y avait pas d'égratignure, il y avait plus de peur que de mal. Ça a été quoi la réaction des gens autour? Lorsque vous êtes sorti du marécage, comment les gens qui étaient autour ont réagi? Les gens autour tout de suite, ils ont dit vraiment, you know, thank you, merci vraiment d'être parti, merci pour ton courage. Et donc, that's right, well done, c'est ça. Et donc, ils étaient vraiment très, très contents que je puisse faire ce tac-là. Voilà. Mais en même temps, vous avez parlé d'une force qui était en vous. Est-ce que vous n'étiez pas conscient du fait que c'était aussi votre vie qui était en jeu? C'est vrai que j'étais conscient que c'était ma vie qui était en jeu. Mais écoute, du coup, un acte héroïque, après, on risque sa propre vie pour accomplir un acte héroïque. Et donc, voilà, j'ai été poussé par cette force. Et là, tout de suite, je ne pensais même plus à perdre la vie, quoi. Je voulais juste sauver la petite fille. Vraiment. Yeah. Bravo. Oui, Jean-Michel. Ce que je voudrais savoir, c'était quelle était la réputation de ce marécage en termes de fréquentation de crocodiles. C'est-à-dire jusqu'à quel point il était infesté par ces reptiles. Ben, écoute, d'abord, comme j'ai dit, dans la Louisiane, surtout dans cette région, il y a vraiment beaucoup de crocodiles qui même traversent les routes parfois. Donc, c'était vraiment
c'est vraiment dangereux. Du point où même le gouvernement essaie de faire comment dirais-je, des rattrapages de ces crocodiles là pour les remettre dans l'eau. Donc c'était une zone vraiment dangereuse. Une zone vraiment dangereuse. Voilà. Allez-y. Je voulais savoir quelle a été la réaction de la jeune fille quand elle est sortie. Ah ben Quand là, vous l'avez ramenée. d'abord, elle était déboussolée. Elle avait peur, elle était déboussolée. J'imagine. Hein? Et donc, je lui ai donné un hug à doux. Je lui ai fait un atout. Je Je lui ai fait un atout. Je l'ai embrassé et je la calmais. Je lui ai dit, ça va, everything's gonna be alright, ça va aller, tout va aller. Et jusqu'à ce que les secours arrivent. Elle pleurait déjà sur mon épaule et tout ça, jusqu'à ce que les secours arrivent pour la récupérer. Yeah. Donc on peut dire en quelque sorte que vous êtes notre Gassama. Voilà, aux États-Unis. C'est ça. Les Maliens ont eu leur Gassama en France et nous avons notre Gassama aux États-Unis. Alors, que devient votre vie après cela? Est-ce que vous rentrez en contact avec leur famille, avec la famille de la jeune fille? Comment ça se passe? Mais du coup, comme par hasard, les gens ils ont pris des vidéos pendant l'acte et donc ça circulait sur les médias, les social media, les médias sociaux. Et du coup, par hasard, je suis collègue à l'amie, la meilleure amie de la mère de la fille. Okay. Et donc, elle m'a tout de suite reconnue. Elle a appelé la dame, elle a dit, écoute, je connais ce monsieur qui a sauvé votre fille. Et la mère a demandé, écoute, donne-moi son numéro pour que je puisse l'appeler pour le remercier. Et donc, la mère m'a appelé pour me remercier. En même temps aussi, il y a la télévision locale de la Louisiane qui m'a appelé. Et ils ont organisé une rencontre avec les parents de la fille pour la première fois. Et ils sont venus à la maison chez moi. C'était ma première fois de voir les parents. Ils étaient vraiment très, très émus que je puisse faire... Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? La mère, elle a dit tout de suite que je suis l'ange gardien de sa fille. Parce qu'elle venait juste avoir le bac et elle s'apprêtait à poursuivre des études d'ingénieur aussi dans l'État de la Louisiane, Louisiana State University. Et le père, ils étaient vraiment très émus. Et tout de suite, ils ont dit, écoute, avec ce tact, il faut que tu fasses partie de notre famille. Et ils m'ont adopté comme leur enfant maintenant aux États-Unis. Donc j'ai une nouvelle famille aux États-Unis. C'est bien. Vous avez beaucoup de familles, vous. Allez-y. Nous savons que les États-Unis, c'est un pays où on a une vraie affection pour toutes les histoires de héros, pour toutes ces personnes qui arrivent à se hisser dans ce statut-là. Est-ce qu'après l'exposition médiatique, vous avez ressenti des portes s'ouvrir, de nouvelles portes s'ouvrir, des opportunités venir à vous, du fait de votre bravoure? D'abord, dans un premier temps, après l'acte, les médias, ils ont voulu chercher à connaître qui je suis en tant que personne. Et en leur rencontrant qui je suis, ils se sont rendus compte que j'ai une ONG locale qui construit des écoles dans les villages retranchés de la Côte d'Ivoire. Ils ont dit tout de suite, il faut qu'on en parle. Et donc déjà, les médias, les journaux américains, les médias américains, ils disent qu'il faut qu'on en parle pour qu'on t'aide à vraiment aller beaucoup plus loin. Et moi, je vais leur emboîter le pas et je vous dirai, il faut qu'on en parle maintenant. Donc, vous investissez dans le domaine de l'éducation. C'est ça. Depuis quelques années, vous venez en Côte d'Ivoire. C'est ça. Vous allez dans les villages les plus reculés, comme vous l'avez dit. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre apport? Bon, dans un premier temps, je me dis tout de suite que c'est grâce à l'éducation que je suis parti aux États-Unis. C'est grâce à l'éducation que j'ai atteint un certain level of success, un certain niveau de succès à travers l'éducation. Donc, je me suis dit tout de suite, il faut que j'apporte mon pierre à l'édifice au développement de mon pays. Et donc, j'ai dit tout de suite, il faut que ce soit dans l'éducation. Mais l'éducation, on pourra avoir plus d'impact quand on va dans les villages étranger de la Côte d'Ivoire. Et tout de suite, il faut qu'on change l'environnement dans lequel les enfants ils apprennent pour créer un environnement qui est conducive à la croissance et à l'excellence académique. Et donc, on va dans les villages retranchés et on construit des écoles pour créer un environnement qui est vraiment conducif à la croissance, conducif à l'apprentissage pour les enfants. Allez-y. Question par ici. D'accord, le doyen. Justement, je voulais savoir si vous en avez déjà réalisé. Et si vous avez déjà réalisé des établissements scolaires. Vous avez déjà construit. Effectivement, là nous sommes à notre troisième projet. Notre premier projet c'est dans la localité de Divo. Notre deuxième projet. La charité bien ordonnée commençant par soi-même. C'est ça. D'accord.
Le deuxième projet, on l'a fait à Dibikro, dans la sous-préfecture de Tia-Salé. Nous avons construit une école dans le village de Dibikro. Et là, maintenant, nous sommes sur place nous avons commencé un troisième projet dans le village de Mbrimbo B, et nous construisons une école aussi à Mbrimbo. Donc, nous sommes à notre troisième projet. Voilà. Alors, quand vous parlez de créer un environnement, je ne sais pas si vous disiez conducif ou... Adéquat. Voilà, adéquat pour l'épanouissement et le succès de ces enfants-là. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières que vous prenez dans la construction des salles ou bien dans la décoration des salles pour créer cet environnement-là, ou c'est juste le fait de mettre en place des espaces d'apprentissage? C'est ça. Et donc, c'est d'abord parce que les enfants, ils sont un petit peu dans les hangars, dans les paillotes, surtout dans les villages très retranchés. Souvent des salles construites en terre, battue. C'est ça. Et donc, la vision principale de Procid, mon ONG, la vision principale, pour ce qui veut dire sémence prophétique, CID, c'est vraiment de former les leaders de la future génération. Donc, je me dis tout de suite, si ces enfants ont créé un environnement, on leur donne des joyaux comme des établissements, ça les motive, ça les inspire, et ça aussi, c'est notre façon à nous de planter une sémence en eux, qu'eux aussi peuvent devenir des ministres, des ingénieurs, des docteurs. Je vous dis une anecdote tout de suite. À Dibikro, quand on a fait la remise de l'école, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà un petit garçon. Les anecdotes, on les adore ici, sur ce plateau. Alors, les téléspectateurs aussi en raffolent. Nous avons eu l'occasion de décortiquer un tout petit peu son parcours. Et puis, nous avons aussi parlé de cet acte héroïque qu'il a posé en sauvant une jeune fille. Et maintenant, la troisième partie, c'est du 3 en 1 quand même. Hein. Right. La troisième partie de son témoignage, voilà, nous parlons donc de sa philanthropie, sa générosité. Donc, il a décidé de servir sa nation à son humble niveau. Donc, construire des écoles dans des villages pour permettre aux élèves de progresser dans un environnement sain et adéquat. Ghislain Dadié, y a-t-il encore quelque chose à ajouter à l'issue de ce témoignage? Ce que je voulais dire, c'est que dans un premier temps, des gens ordinaires peuvent faire des choses extraordinaires. Claire. C'est fort. On pourrait même s'arrêter là. Pardon? Parce qu'il avait une anecdote avant. J'allais oublier. Ah oui, donc l'anecdote, c'est la vision principale de Procid, comme j'ai dit, c'est de former les leaders de la future génération en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire. Et donc du coup, quand nous avons remis l'école de Dibikro, il y avait déjà un petit garçon, Emmanuel, qui a dit tout de suite qu'il veut devenir sous-préfet. Voilà. Et donc ça m'a vraiment touché au cœur parce que j'ai vu tout de suite que la vision de Procid est déjà en train de se réaliser. La semence qu'on met dans les enfants, elle déjà porte un fruit. Et donc nous avons mis le sous-préfet de Dibikro en contact avec le petit Emmanuel pour qu'elle puisse l'encadrer. Et j'ai pris un engagement avec le sous-préfet. J'ai dit au sous-préfet, écoute, on va construire des écoles ici, mais il faut que vous fassiez votre part. Je veux que vous encadrez cet enfant qui veut devenir sous-préfet comme vous. C'est ça, de façon particulière. Qui veut devenir sous-préfet comme vous, un leader de la future génération. Merci infiniment. Une personne ordinaire peut réaliser des choses extraordinaires. Ghislain Dadié, on a été très, très heureux vraiment d'écouter ce témoignage inspirant. Ça va encore encourager les jeunes qui vous écoutent pour dire que voilà, on peut réaliser nos rêves, mais de façon très saine. On n'a pas forcément besoin de passer par l'eau ou par des moyens clandestins pour y arriver. Voilà, vous avez cru en vos rêves, vous avez mis les moyens à votre disposition, votre rêve s'est réalisé. Et moi, ce qui m'étonne et m'épate dans cette histoire, c'est-à-dire qu'en arrivant aux États-Unis, vu les difficultés, vous auriez pu faire le choix de la facilité. Exposés à la drogue, et on sait comment c'est pas facile pour les Africains quand ils arrivent aux États-Unis parce qu'ils sont face au mépris de certains Américains noirs et des Blancs, tout ça, le racisme, tout ce que vous pouvez comprendre. Mais vous avez surmonté tout cela, vous avez eu vos diplômes, vous continuez d'étudier, vous avez un très bon travail. Vraiment, félicitations, c'est un très beau témoignage. Encore cet acte héroïque qui vient sanctionner, on va dire, ce que vous êtes. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci, Caroline. Merci infiniment. Merci. Merci à toute l'équipe de C-Midi. J'étais vraiment très ravi d'être sur le plateau de C-Midi. Merci à toute l'équipe de C-Midi. Merci encore à vous. Voilà, je vais retenir cette phrase, on peut être une personne ordinaire et réaliser des choses extraordinaires.